Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cet Indie Club sur le métier de responsable RSE chez Yego. Je suis contente de voir que vous êtes déjà nombreux en ligne. On va laisser les autres personnes arriver tranquillement. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas et que niveau technique on est bon, mais a priori on a vérifié avec Clément et tout fonctionne bien. Vous allez avoir accès pendant le webinaire au chat en bas à droite et à l'onglet questions. Donc voilà, le but c'est que tout au long du webinaire vous puissiez interagir avec nous. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Salut Edwige, trop contente que tu sois là. Je vois quelques noms que je connais. Donc voilà, on va commencer tranquillement. Je vais d'abord me présenter et vous présenter Indigo pour ceux qui connaissent pas. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet avec Clément. Donc moi je suis donc Oriane Texera, je suis responsable pédagogique chez Indigo depuis un peu plus d'un an et donc je suis en charge des formations, donc à la fois de la conception des formations, du suivi des promos pour s'assurer que tout se passe bien et de l'amélioration des promos au fur et à mesure en fonction notamment de tous les feedbacks qu'on récolte grâce à nos super alumni. Et en plus de ça, je m'occupe d'animer les Indie Club, donc qui sont des rendez-vous qui ont lieu environ trois fois par mois avec des professionnels du monde de la RSE pour qu'on puisse décrypter soit des nouveaux métiers de la RSE, soit des nouveaux concepts, soit de la réglementation quand il y a des nouveautés, notamment au niveau de la CSRD. Donc voilà, l'idée c'est de vous apporter un maximum de ressources et de connaissances, de vous laisser aussi échanger avec ces professionnels gratuitement et voilà, et de pouvoir apprendre tous ensemble. Donc Indigo, c'est une école voilà qui a été fondée il y a un an et demi maintenant. La vocation, c'était du coup de former les collaborateurs à intégrer le sujet de la responsabilité dans leur métier. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes étaient aujourd'hui sensibilisées au sujet de la transition climat, donc ce qui est super. Il y a les fresques du climat, il y a l'atelier d'automne. Peut-être que certains ont déjà fait, qui sont des super manières, voilà, de connaître les enjeux. Mais on s'est rendu compte que beaucoup de collaborateurs avaient envie de passer à l'étape supérieure. Certains s'impliquent dans la stratégie RSE de leur entreprise, mais au sein de leur métier, de leur fonction tous les jours, il y a parfois un décalage. Et donc, on a des personnes qui sont hyper engagées, mais qui ont un métier qui sont vraiment pas en lien avec leurs valeurs. Et donc, nous, on s'est dit, voilà, comment on peut intégrer les sujets RSE à des métiers on va dire classiques comme le marketing, la finance voilà ou les achats. Et donc voilà, donc on a lancé du coup des formations qui étaient à la fois sur des métiers, donc marketing responsable, financier, DSI responsable, et aussi des formations sur ce qu'on appelle les nouveaux métiers, comme éco-conception, responsable RSE ou consultant en stratégie climat. Donc ces deux types de formations, voilà, ça a pour but de faire évoluer les métiers, comme on a évolué il y a quelques années avec la transformation digitale. Bah, aujourd'hui, voilà, on va tous devoir faire notre métier autrement et tant mieux. Donc ça, c'était voilà la première conviction, enfin la première raison pour laquelle on a créé Indigo. La deuxième raison, c'était qu'on voulait aussi proposer une nouvelle manière de voir la chose et dire bah en fait comment on peut traiter le sujet de la transition climatique aussi avec optimisme et enthousiasme. C'est pas forcément des sujets qui sont anxieux et en fait on se rend compte que c'est aussi anxieux quand on n'agit pas et quand on fait rien. Et à partir du moment où on se met en action dans son métier, ça nous permet aussi de diminuer cette anxiété, de se rendre compte que voilà on peut le voir aussi autrement, même si bien évidemment tous les jours c'est des sujets qui peuvent forcément être un peu lourd à porter parce que il n'y a pas forcément toujours des bonnes nouvelles. Mais en tout cas, nous, dans nos cours, on essaye de le traiter avec en tout cas enthousiasme et le faire de manière le plus sympa possible. Et la troisième raison pour laquelle on voulait aussi créer Indigo, c'était de créer une communauté de personnes, donc des élèves, des intervenants et des personnes comme vous aujourd'hui ou comme Clément qui intervient sur le webinaire, de personnes voilà qui ont envie d'agir ensemble, donc créer du coup des événements à la fois physiques et à la fois en ligne pour qu'on puisse échanger et y agir ensemble. Voilà, donc c'est des formations, donc je vais pas vous les présenter aujourd'hui en détail, mais qui sont souvent assez courtes,
On est sur des formations de maximum 3 mois et surtout des formations qui sont très pratiques avec des intervenants qui sont sur le terrain, pas des formateurs, mais des personnes qui sont dans des startups comme Yego, dans des startups comme Axio ou alors dans des grands groupes comme Decathlon, mais en tout cas qui ont au quotidien des problématiques RSE et qui vous les partagent lors de cas pratiques. Voilà, donc si vous avez des questions sur Indigo, sur le projet de l'école ou sur les formations, on pourra prendre un moment à la fin du webinaire ou même en dehors du webinaire si vous voulez qu'on échange sur LinkedIn. Je serais ravie en tout cas de vous présenter plus en détail. Et maintenant, je vais juste vous expliquer. Je reviens pardon un petit peu en arrière, mais en fait Indigo c'est aussi une école qui s'inscrit dans un campus de 4 écoles qui s'appelle Maria School. Et Maria School, c'est un campus où chaque école a sa thématique. Donc Indigo, nous on est l'école de la RSE, mais peut-être que certains d'entre vous sont venus d'une autre école et se sont formés chez Lyon, Maestro ou Hiro. Et donc voilà, Maestro c'est plutôt l'école du coup de la tech et du no-code. Hiro, c'est l'école du storytelling et du copywriting. Et Lyon, c'est l'école de l'ère entrepreneuriale. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est toutes les 4 très différentes, mais le point commun, c'est la pédagogie pratique et une pédagogie notamment qui est inspirée de Maria Montessori, d'où le nom Maria School. Voilà, donc une fois que vous faites partie de la communauté Indigo, en fait, vous faites partie de la communauté Maria de manière générale, et chaque école a ses webinaires, donc n'hésitez pas à vous y inscrire si les thématiques vous intéressent. Maintenant que j'ai beaucoup parlé, je vais vous laisser à présent la parole avant que Clément puisse nous en dire plus sur son métier. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites, vous présenter dans le chat, voilà, me dire peut-être d'où vous venez. Moi, je dirais du coup Oriane, Paris, responsable pédagogique chez Indigo. Est-ce que vous pouvez faire la même chose dans le chat? Ça nous permettra de savoir avec qui on est aujourd'hui. Et c'est plus agréable pour nous, comme on ne peut pas vous voir, d'avoir un peu une idée des personnes qui nous accompagnent pendant ces 3 quarts d'heure. Donc voilà, je vous laisse vous présenter. Hop. Vous avez aussi le sondage. Vous pouvez répondre dans le sondage directement. Il y a plusieurs propositions de métiers et si vous mettez autre, vous pouvez nous le préciser aussi par écrit. Bonjour Pauline. Hop, alors je vois qu'il y a des personnes qui ont répondu transition professionnelle, métier de la RSE. Ok, on a une majorité de personnes en transition professionnelle, donc super. J'espère qu'on va pouvoir vous apporter des réponses à vos questions. Pauline de Bordeaux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont de Bordeaux avec nous? Comme ça, on pourra peut-être créer une communauté de Bordelais à travers ce webinaire. Hop, super. Bonjour Flore. Merci, merci beaucoup à ceux qui se présentent. Ça permet de rendre un peu plus concret cet échange. Ok, alors donc aujourd'hui, du coup, la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est que le métier de responsable RSE vous intéresse, ou en tout cas de responsable RSE peut-être dans une start-up, en particulier du coup là dans le cadre de Yego. Donc je suis hyper contente de t'accueillir Clément aujourd'hui pour qu'on puisse en savoir plus sur ton parcours. Et donc on va commencer. Alors moi je vais enlever ma présentation parce que ça n'aura pas de valeur ajoutée. Ce sera plutôt une discussion tous les deux. Mais est-ce que du coup tu peux nous dire, alors, désolée, il y a le décor derrière de mon appart qui n'est pas des plus attrayants. Mais voilà, Clément, est-ce que tu peux nous dire du coup, comment déjà qui tu es, te présenter et nous dire comment tu es arrivé à faire ce métier donc de responsable RSE chez Yego. Bonjour à toutes et tous, merci Oriane pour l'invitation. Moi Clément, en ce moment je suis basé à Barcelone chez Yego. Et comment j'en suis arrivé là, ça a été assez rapide et évident pour moi, puisque en fait dès mes études, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, à me spécialiser un peu dedans, à faire des stages déjà pendant donc mon master dans des boîtes de conseil en développement durable. Ouais. T'as fait quoi comme étude? J'ai fait Sciences Po. Ok. À Paris, et donc j'avais un master qui était un peu orienté management public et privé avec spécialité développement durable. Ok. C'est pas la matière principale, le développement durable, mais j'ai fait en sorte d'avoir un peu
pas mal de matières et de cours électifs et ensuite de stages pro sur le sujet. Et donc une fois diplômé, j'ai fait un petit passage dans une association qui s'appelle B-Lab, qui gère le label B Corp Ok. en France. Ça c'était à la suite parce que à la suite de contacts que j'avais fait en fait pendant mes stages. Et ensuite j'ai déménagé à Barcelone pour aller chez Yego en tant que responsable RSE et chargé des affaires publiques. Donc c'est un poste hybride, on pourra en parler plus en détail après. Ok. Et donc, Yego, est-ce que tu peux nous rappeler quelle est l'activité d'Yego, peut-être pour ceux qui connaissent pas? Donc Yego, on est donc une entreprise de la mobilité. Donc on fait des scooters électriques partagés et sans station d'attache. Donc en fait en libre service, on le prend à un endroit, on le laisse à un autre endroit. Et donc à ce jour, on est dans 8 villes en Europe, on est dans 4 villes en Espagne et 4 villes en France. Donc en France, on est à Paris, Bordeaux, Toulouse et Nice. Et donc pour la petite histoire peut-être de Yego, comme c'est une startup, il y a toujours un peu les histoires des fondateurs, de comment ça s'est fait, etc. Donc nos trois fondateurs étaient tous un peu dans le secteur automobile. Ouais. Euh, Ils en avaient un peu marre et ils cherchaient quelque chose qui ait plus de sens et d'impact. Et un jour, ils ont découvert donc les scooters électriques et ils se sont dit que ce serait bien de le faire justement en partagé. Et d'abord, il y a eu toute une étape de savoir où le faire, où est-ce que ça aurait du sens, dans quelle ville. Et donc, c'est Barcelone qui a été retenu pour le côté, déjà le climat et le plan de la ville qui était plutôt positif pour les scooters. La Et ville est aussi, conçue par rapport à Paris, c'est quoi la... la ville est très quadrillée. Ok, C'est donc des rues et des avenues et très larges aussi. Et donc avec beaucoup d'emplacements de roues. La politique d'accord. locale a toujours, vraiment à chaque coin de rue, il y a des emplacements de roues. Donc ça facilite beaucoup le stationnement déjà et le respect de l'espace public, ce qui est plus compliqué dans certaines villes en France où il y a Hum. peu de stationnement de roues et donc où on se bat un peu plus contre le stationnement anarchique. Et donc ils ont commencé avec en fait trois motos, donc un scooter chacun électrique du type Yego, donc un peu ça ressemble à des Vespa un peu vintage. Ouais, Euh, c'est des vélos, c'est vraiment des scooters vert clair. J'en ai déjà vu. Exactement. Ouais. Ouais, qui sont plutôt jolis. On dirait un peu une Vespa ouais, dans le C'est blanc. ça, oui, voilà. C'est un peu le vintage dans le but aussi de que ce soit pas seulement de la mobilité, mais que ce soit un peu une expérience sympa aussi de conduire un Yego. Et donc trois scooters, un service client sur WhatsApp, euh, des contacts, des amis pour essayer un peu. Et petit à petit, ils apportaient eux les scooters en bas du domicile des gens qui avaient besoin d'un scooter. Et ensuite, ça a tourné et ça a petit à petit bien fonctionné. Et aujourd'hui, on est à 4000 scooters partagés entre la France et l'Espagne. Et on Ok, a plus de 15 millions de trajets qui ont été réalisés en scooter électrique. d'accord. Donc c'est qu'il y a une demande et que ça fonctionne bien. Ouais, il y a Et donc toi, comment t'as été, pourquoi ce poste, enfin, a été créé? Qu'est-ce que ça répondait à quels enjeux? Enfin, qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui fait qu'ils ont créé ce poste-là? En fait, donc moi, dans mes recherches de travail, après mes études, je cherchais quelque chose qui soit justement relié à l'environnement, mais j'étais plutôt ouvert, tant qu'il y a un peu d'impact dans ce que faisait l'entreprise, en tout cas. Et donc, chez Yego, j'ai vu une offre d'emploi qui était celle de responsable des affaires publiques. Donc j'avais un peu étudié les affaires publiques dans mon master, même si j'avais la spécialité environnement et que je voulais plus m'orienter vers l'environnement. Et donc j'ai quand même candidaté. Et au fil des discussions avec eux, euh, ils ont réalisé que ce serait bien de oui d'ajouter, d'ajouter dans la fiche de poste ou d'avoir quelqu'un dans l'entreprise qui soit quand même dédié à ces sujets-là, parce qu'ils n'avaient Mmh. pas encore, ils n'avaient pas encore quelqu'un qui était dédié à ces sujets-là. C'était aussi à une époque où en fait on était en appel d'offres avec la ville de Paris OK. euh, justement avoir une licence d'opération de scooter à Paris. Et c'est un appel d'offres qui avait à peu près 40% de critères environnementaux euh, dans, la, dans, les, dans les
les prérequis quoi pour y participer. Et donc ils se sont dit que en discutant, on s'est dit que oui, ce serait bien quand même d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse un petit peu sur ces sujets-là pour avancer. Et donc on a créé ce poste hybride où donc j'ai un peu la moitié de mon temps dans des affaires publiques classiques de relations avec les villes, du quotidien, et l'autre moitié vraiment dédiée à la RSE. Et donc ça revient un peu à ce que tu parlais de comment intégrer la RSE dans des métiers qui existent déjà et des métiers plus traditionnels. Ils cherchaient un poste qui était vraiment purement affaires publiques traditionnelles et on l'a transformé en un poste plus hybride RSE et affaires publiques. Et du coup, dans tes missions, comment ça se traduit au quotidien? Voilà, qu'est-ce que tu fais chez Yego euh, tous les jours? Est-ce que tu fais moitié-moitié? Enfin, c'est quoi du coup tes missions? Ça dépend un peu justement. Intervenant. Ah, voilà l'autre intervenant. Euh, alors je vois dans le chat il y a des premières questions. Comment on fait? Je réponds là en direct ou Alors peut-être, on va peut-être rentrer encore un peu dans le vif du sujet ouais, et je note. T'inquiète pas, en quand je vois des explication. questions, je les prends au fur et à mesure. Parfait, super. Oui, merci pour vos questions. N'hésitez surtout pas à réagir dans le chat, hein. On est, on prend toutes les questions. Donc, au quotidien, ça, c'est vraiment varié parce qu'il y a des périodes assez intenses, on va dire, d'affaires publiques. Quand, par exemple, on est dans des appels d'offres, quand on a des sujets clés dans des villes. Et on a d'autres périodes beaucoup plus intenses en RSE, environnement. Euh, mais au quotidien, déjà, il y a un suivi général de la situation d'Iego en termes d'environnement. Euh, ça passe notamment par annuellement avoir un bilan carbone. Ok. Euh, Ça, vous le faites depuis combien de temps, du coup, le bilan carbone, par exemple? là, ce sera le troisième cette année. Ok, Le premier a été, en fait, on a fait le premier quand je suis arrivé. d'accord. Euh, et donc il y a ça, donc un peu ce suivi. Ensuite, mener les projets RSE généraux, donc le bilan carbone. On essayait et on essaye encore de se faire certifier Bicorp. Donc ça, c'est un peu un projet de long terme où il faut que petit à petit on mette en place des nouveautés. On essaye de le faire et donc on avance au fur et à mesure. Ensuite, il y a le suivi de la mission de Yego parce qu'on est une société à mission. Ok, C'est une des autres choses qu'on a mis en place quand je suis arrivé. Euh, de base, en fait, le service de Yego, il était déjà responsable et pensé de manière plutôt positive, avec déjà dès le début, il s'était assuré d'avoir de l'énergie uniquement renouvelable, même pour les vannes qui changent les batteries, même pour alimenter les garages, pour la recharge, etc. Donc, il y a vraiment l'essence même de Yego, ça a été de décarboner un peu la mobilité dans les villes, mais c'était pas officiel, c'était pas écrit dans les statuts, c'était pas encore gravé dans le marbre, et donc on a fait cette démarche de devenir société à mission avec donc notre raison d'être et des objectifs. Et donc dans ma fiche de poste, il faut que je m'assure un peu qu'on répond bien à cette ok, mission dans nos activités du quotidien. Et ensuite, au quotidien, il y a beaucoup en fait de rencontres avec des potentiels partenaires pour améliorer nos pratiques, pour changer, je sais pas, la gestion de nos batteries, pour assurer un meilleur recyclage, par exemple, des pièces détachées de chez Yego, parce que donc j'ai pas précisé ça en détaillant Yego, mais donc dans l'entreprise, on fait vraiment tout en interne. Donc on a euh, on design et ensuite on produit avec un partenaire le véhicule. Et surtout, donc une fois qu'il est dans la rue, le véhicule, on a nos équipes qui viennent changer les batteries, mais aussi nos équipes qui sont en charge de la réparation, donc nos mécaniciens, ouais, qui au quotidien s'assurent de la réparation, de l'entretien des motos. Donc on a tout un sujet de durée de vie de ces scooters, de l'allonger au maximum. Et comment allonger la durée de vie au maximum? Ça passe par donc de la réparation, mais aussi de s'assurer que les pièces qui sont plus utilisées ont un futur. Donc que ce soit du recyclage ou de la réutilisation, on essaye un peu de trouver diverses solutions. Donc ça, j'ai pas mal d'interactions avec plein de partenaires que je rencontre parfois sur des salons ou sur LinkedIn, etc. Et enfin, les missions plus classiques d'affaires publiques au quotidien, faire un suivi un peu de comment se porte notre activité dans les villes dans lesquelles on est implanté. ok. Et donc, aujourd'hui, toi, donc
tu as entreprise à mission, tu as le bilan carbone, divers sujets comme ça. Tu penses que c'est quoi les compétences, enfin, tu dirais, ouais, les compétences indispensables dans tes missions aujourd'hui? Dans mes missions, moi j'identifie toujours comme compétence clé un peu la conviction que c'est important, la RSE et le développement durable, et de vraiment être motivé sur le sujet et de savoir fédérer autour de soi, donc ne pas rester juste dans son poste de responsable RSE, mais de bien amener tous les départements à travailler avec moi sur le sujet, parce qu'en fait, il y a vraiment on a plein de thématiques où c'est vraiment 100% lié à la production du véhicule, 100% lié aux opérations en elles-mêmes. Donc, tout ça, faut un peu réussir à convaincre autour de moi et T'as des à, par exemple, il y a des moments où tu dois sensibiliser, tu as des moments comme ça dédiés de formation et de sensibilisation auprès des autres équipes? euh, on n'a pas encore de moment totalement dédié, mais j'essaye d'instaurer un peu ça. Là, je suis en train de me former à la fresque du climat pour pouvoir Ouais. pour pouvoir en faire un peu dans l'entreprise. Euh, mais juste de manière générale, c'est un peu je suis un peu le référent environnement dans la boîte, donc c'est un peu même quand il y a des nouveautés, des actualités, des choses à partager, j'essaye d'en parler un peu autour de moi. Ok. Je dirais ça, donc conviction, motivation. Ensuite, la capacité en gestion de projet et organisation, parce que comme je disais, c'est vraiment euh, tout est interdépartement. Par exemple, le meilleur exemple, c'est vraiment le bilan carbone, où on doit trouver et récolter les données sur tout dans l'entreprise. Donc voilà, s'assurer de bien organiser et de bien identifier les priorités, parce que tout le monde dans l'entreprise est occupé sur plein d'autres sujets. Ouais. Toujours, et notamment en startup, il y a toujours le quotidien où il y a je ne sais pas combien d'urgences chaque jour qui apparaissent, notamment dans les opérations comme ça, quand on a des véhicules dans la rue, etc. Donc c'est un peu aussi s'assurer que quand on va aller faire une demande à un département, que ce soit vraiment dans une liste de priorités, et savoir gérer les deadlines et voilà, et bien organisé en amont. Et du coup, quand tu dis que tu avais le bilan carbone, donc j'imagine après vous avez mis en place une feuille de route RSE avec des objectifs, enfin, du coup chiffrés. Est-ce que du coup vous avez été accompagné par un cabinet de conseil, par exemple, sur ces sujets-là, ou c'est toi qui l'as fait tout seul? Alors pour le bilan carbone, donc on a réalisé le premier bilan carbone, on a eu le résultat. C'était un peu compliqué de tout de suite avoir une feuille de route de réduction, etc., puisqu'on n'avait pas trop de comparaison, on savait pas Ouais. trop si chaque année est-ce que ça augmentait ou est-ce que ça diminuait chaque année, puisque on n'était pas trop sûr. Du coup, on a attendu, on a d'abord fait un peu cet état des lieux là. On s'est quand même mis des objectifs de réduction, mais qui sont très variables, parce que si par exemple on ouvre une nouvelle ville sur l'année, il y a tout de suite énormément d'opérations en plus, il y a de la production de scooters en plus, donc bon, ça complique un peu. Mais on a fait une feuille de route. On n'a pas été pour le bilan carbone, on a été accompagné par je sais pas si c'est un cabinet, c'est plus une plateforme en ligne pour réaliser son bilan carbone. Et cette plateforme-là donne après un peu une feuille de route. Il y a un peu de conseils, mais c'était pas un cabinet de conseil en tant que tel. C'est une plateforme comme Samy ou comme Axio? Exactement, ouais. On a travaillé avec Carbo. Ouais, Et là, probablement l'année prochaine, on sera avec Samy. d'accord. Et du coup, pour l'instant, vous êtes plutôt sur une feuille de route carbone, un climat, ce que je Mhm. comprends, et pas encore sur une feuille de route RSE. Enfin, vous êtes pensant plutôt sur le sujet environnement. Pour l'instant, on est surtout sur le sujet environnement. Après, en fait, dans le cadre de la mission, justement, c'est plus large, parce que dans notre mission, on a mis de l'environnement, on a mis du social, et donc ce suivi de la mission, c'est un peu pour l'instant notre feuille de route. On essaye de toujours, quand on fait des choses, qu'elles soient reliées à un des actes de nos objectifs et de notre mission qu'on a mis dans nos statuts. Ok, Et après, un des gros sujets qui viendra, c'est cette feuille de route ou cette stratégie RSE, comme on pourrait l'appeler, qu'on n'a pas encore. ouais, J'aimerais bien mettre en place, mais pareil, ça c'est un peu du long terme. On avance dessus petit à petit, et j'espère que ça va se faire sur 2024. ça marche. Et du coup, comme ça, je rebondis sur la question de Julie. Tu conseillerais quoi comme entreprise de conseil en développement durable?
Alors, moi, l'entreprise de conseil par laquelle je suis passé, c'est Utopie, Ok. euh, euh, qui a été pour moi une super expérience. Et Ils font où ça je... depuis très longtemps d'ailleurs en plus. C'est un des Exactement. plus anciens cabinets Un des RSE, plus anciens, je pense que c'est le premier d'ailleurs en avec des France. enjeux et des hommes aussi qui sont assez en. Ouais, des enjeux et des hommes aussi. D'ailleurs que je recommande aussi. Je les ai pas mal côtoyés. Et, euh, et après, le monde du conseil en tant que tel, RSE, je l'ai pas tant fréquenté que ça. Je sais que, par exemple, les cabinets de conseil en RSE, Julie, du coup, tu peux regarder sur le site de Bicorp. Il y a un peu, pour moi, je trouve que Bicorp, c'est un bon signe pour savoir si une entreprise est vraiment engagée ou pas. Et donc, il y a plein de cabinets, enfin, plusieurs cabinets de conseil en développement durable qui sont certifiés Bicorp. Et je pense que c'est un bon moyen de sélectionner euh, des, des entreprises dans lesquelles il fait bon travailler. Mais la seule expérience que j'ai, c'est Utopie. Ah, tu es en mute, Oriane. Ouais. Et pour revenir sur du coup ton quotidien et ton métier, qu'est-ce que du coup tu préfères aujourd'hui dans ton métier? Euh, déjà l'impact et l'assurance de faire quelque chose qui est utile et qui fait un peu bouger l'entreprise, ça me plaît beaucoup. Euh, la multitude d'interlocuteurs et d'interactions que j'ai au quotidien sur plein de sujets qui me permettent de tout le temps apprendre des nouvelles choses, de voir un peu les nouveautés qui se font dans le monde de la RSE. Et je dirais aussi la vision globale de l'entreprise que j'ai grâce à la partie RSE, où en Ouais, fait, parce que du coup, t'es rattaché à la, toi, enfin, t'es rattaché à moi je quelle suis direction? rattaché à la stratégie, Ouais, donc direction ouais, c'est super intéressant. légale et stratégie. Euh, donc voilà, c'est hyper intéressant parce que ça me donne vraiment une vision des enjeux actuels, de ce qu'on veut faire dans le futur et de comment on essaye de rattacher la RSE à ces enjeux-là. Ok. Et du coup, la stratégie, donc tu sais, la stratégie de Yego, donc qui est pas encore, enfin, la stratégie RSE est donc pas encore vraiment définie. Mais du coup, c'est quoi là, un peu les défis sur l'année à venir de Yego là, sur tes chantiers un peu sur 2024? Les, le gros chantier, c'est cette stratégie RSE. Ouais, Euh, justement. Ok. ouais, en fait, on n'est pas encore certain sur par quoi commencer. On hésitait à soit partir sur plutôt un rapport RSE ou un rapport d'impact Ouais. euh, qui nous permettrait déjà d'être bien transparent sur le sujet, de communiquer, etc. Donc ça, ce serait l'option 1. L'option 2, c'est de partir plus d'abord sur une stratégie qui est c'est moins concret qu'un rapport d'impact, mais ça pourrait servir un peu de base ensuite pour faire le rapport d'impact, pour voir un peu à quel Ouais. point on suit cette stratégie. On n'est pas encore fixé là-dessus. Cette année, on a fait, pour avoir un peu une idée, on a fait une matrice de matérialité. Euh, on a récolté plein d'avis, plein d'opinions auprès, donc en interne et en externe auprès de tous nos partenaires pour voir ce qui ressortait le plus et ce qui était le plus important à intégrer dans ce potentiel rapport d'impact ou cette stratégie RSE. Euh, Est-ce que mais tu je peux rappeler peut-être pour ceux qui savent pas ce que c'est expliquer ce que c'est une matrice de matérialité et que souvent comment on l'a fait, enfin, juste rappeler. Ouais, matrice de matérialité, en fait, c'est aller, on va dire, étudier et repérer quels sont les principaux risques et les principales opportunités en termes d'enjeux donc sociaux et environnementaux pour l'entreprise. Euh, et comment elle se fait. Donc nous, je sais pas si on a fait la méthode la plus euh, traditionnelle possible, mais je pense que si, on s'est quand même aligné. Donc on a été euh, étudier et interroger en interne tous nos salariés et en externe toutes les personnes qui gravitent autour de Yego, que ce Les soit parties prenantes. Mm. voilà, toutes les parties prenantes, que ce soit nos fournisseurs, nos partenaires, les villes dans lesquelles on opère et même nos utilisateurs. Et ensuite, de cela, on fait un peu des axes pour identifier quels sont les thèmes qui sont les plus revenus. Les enjeux les plus ouais, prioritaires.
Voilà, les enjeux prioritaires. Et ça, vous l'avez fait avec Utopie. Enfin, ça, en soi, tu peux le faire. Vous avez Sans la fin besoin... interne. Ouais, vous n'avez pas eu besoin pour le coup, d'accompagnement pour le faire. Ça, vous pouvez le faire. On l'a fait en fait avec ça, c'était un partenariat qu'on a à Barcelone avec une école de commerce. On a eu des étudiants en école de commerce spécialité développement durable qui nous ont accompagnés parce que c'est quand même mieux quand on fait ça d'avoir au moins un intervenant ou quelqu'un d'externe Hum, parce qu'il y a quand même un peu de sujet parfois, notamment quand on récolte des opinions en interne, où il vaut mieux que ce soit récolté anonymement par quelqu'un en externe. ouais, je comprends. Et alors, d'ailleurs, je rebondis sur la question de Julie. Est-ce que tu as une équipe dédiée? Si oui, quels sont les rôles des uns et des autres? En équipe dédiée, non, j'ai pas d'équipe dédiée RSE. Donc j'ai ma responsable qui est donc la responsable légale et stratégie, et ensuite moi, et c'est tout parce qu'on est encore donc chez Ego, donc on est à peu près, on est 180 salariés, mais euh, la grande majorité, à peu près 150 sur ces 180, sont tous nos opérateurs de terrain, donc toutes les personnes qui vont, les mécaniciens et toutes les personnes qui changent les batteries. Euh, donc c'est enfin comme on a 24 heures sur 24 des opérations, ça fait beaucoup de monde. Ouais, Mais nous, les fonctions support et donc les équipes vraiment de travail qu'on a en entreprise, on est une trentaine. ok, Sur cette trentaine, ils ont juste un demi-poste, donc le mien qui est dédié à la RSE, mais on n'a pas d'équipe plus grande là-dessus. ça marche. Bon, après, c'est assez récent. Enfin, ton poste est quand même récent, donc c'est le temps aussi que Oui. tu puisses construire un peu une équipe. Donc c'est normal, ça se fera pas tout de suite. Je regarde s'il y en a encore des questions. Hop. Alors, moi, je voulais savoir, du coup, par rapport, du coup, bah, peut-être pour aider aussi les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Euh, pour toi, est-ce que, du coup, comment tu continues là, à te former sur ton poste? Mm. Euh, enfin, j'imagine que tu dois toujours être un peu, même sur en plus les sujets réglementaires ou autres, comment tu fais pour continuer à t'informer, en tout cas, sur les sujets? En fait, je m'informe beaucoup de mon côté. Enfin, je me suis inscrit à pas mal de newsletters, même je suis un peu des comptes LinkedIn. Je m'informe pas mal sur LinkedIn aussi sur ces sujets-là. C'est comme lesquels, par exemple, sur les newsletters, est-ce qu'il y en a que tu pourrais nous conseiller? Je les ai pas en tête là, mais je pourrais te les envoyer après. J'ai fait, parce que justement, en sortant de chez Utopie, on s'était fait une liste un peu de ce qui est intéressant en environnement et en RSE. Et je m'étais inscrit à tout ça à l'époque. Mais là, comme ça, te ressortir des noms, c'est compliqué. En termes d'actualité RSE, le site où je me renseigne, où je reçois la newsletter, c'est Novetic, Ouais. qui est vraiment pas mal. Euh, et ensuite, plein d'autres. Voilà, Novetic. Euh, voilà, donc information. J'essaye de participer à des webinaires, à des forums. Récemment, il y a eu un forum comment il s'appelait le forum du carbone, c'était quelque chose carbone, forum zéro carbone en ligne complètement gratuit. Ok. SVC, il s'appelle, je crois. Je sais plus. Et c'était pas mal. Il y a plein de conférences, tout accessible, tout en ligne, tout gratuit. Donc c'était super intéressant. C'est SVC Carbone? Il me semble, ouais. SVC, il faudrait que je vérifie, mais Je regarde. si ça existe, en tout cas, c'est ça. Mais le tatata virtuel du climat. Donc ouais, ça doit être SVC. Et On le retrouve en même temps. Sommel Véro. sommet, voilà, sommet virtuel du climat. Merci Thibaut. Ah voilà. Retrouvé. Euh, et, et ensuite, comme je te disais, là, par exemple, là, je fais la formation pour être formateur de la fresque du climat. Euh, c'est un peu le projet des 2, 3 prochains mois parce qu'en soi, j'ai pas tant de temps que ça. Ça prend combien de temps à se former? Là, c'est une formation de 7 heures. Ok. Et Mais tu payes combien? donc ça dépend. En tant que particulier, on peut se former pour vraiment pas cher. Je crois que c'est entre 15 et 30 euros. Et sinon, si c'est dans le cadre d'une entreprise,
Euh, c'est un peu plus cher. La journée est à 500 €, je crois. D'accord. Donc du coup, ça, enfin, du coup, ta boîte. C'est la boîte qui paye Ouais. si c'est l'entreprise. Mais sinon, généralement, l'autre solution, c'est de le faire en particulier. Et en fait, ce qu'ils demandent, c'est de s'engager. Donc, si on le fait en particulier parce que la boîte, par exemple, n'a pas les moyens de payer la formation, Ouais. euh, de s'engager à reverser 3 € à l'association par salarié qu'on forme en tant que formateur, Ok. de la part de l'entreprise. Donc, ça revient moins cher. Et puis, en plus, ça passe en forme de don. Donc, c'est peut-être. Ah oui, oui, parce que vu que c'est une asso, Ouais. c'est déduit. Ouais, je pense. Comme on n'a pas encore formé, j'ai pas encore discuté avec Finance sur ces sujets-là, mais je crois que oui. Trop bien. Et peut-être pour finir, quel conseil là tu donnerais à quelqu'un du coup qui veut se lancer en tant que responsable RSE? Euh, de mon expérience, je dirais, en fait, surtout pas Ouais, hésiter. ouais, par rapport à toi, Ouais, les de choses que surtout t'aurais pas aimé qu'on te dise hésiter avant ou je sais pas. à aller bousculer les entreprises, en fait. Parce que, par exemple, dans le cadre de mon poste, ça a été très clairement juste les discussions qu'on a eues sur une offre de poste une offre d'emploi, pardon, qui était différente de ce que je leur ai proposé. Et ça a marché et ils ont vraiment réalisé, suite à nos discussions, que c'était un sujet clé. Et il y a toujours un moyen, notamment aujourd'hui avec tous les sujets réglementaires qui arrivent, enfin, les consciences qui changent, etc. Euh, les entreprises sont de plus en plus ouvertes à ouvrir, si c'est pas un poste entier, au moins un demi-poste, euh, et donc avoir un poste un peu plus hybride sur le sujet. Donc je dirais ça vraiment, ne pas hésiter à avoir, par exemple, si on est en recherche d'emploi, à envoyer des candidatures spontanées à des boîtes qui n'étaient pas forcément en Ouais. recherche active d'un poste dédié. À créer son poste parce qu'en fait, même s'il n'y a pas d'offre, il y a quand même. Enfin, en fait, Oui. le sujet réglementaire enfin, la pression réglementaire va obliger à créer des postes. Donc, dans tous les cas, il y a une Voilà. grosse demande sur ces métiers-là, quoi. Je dirais aussi je trouve, moi, donc, comme il m'a manqué un petit peu au début de, de, de savoir, on va dire, concret, par exemple, j'aurais bien aimé avoir plus de connaissances en commençant mon poste sur Mm. comment se fait un bilan carbone. Des choses comme ça où je me Ouais. dis, plutôt que de me reposer complètement sur de l'externe, comme on s'est beaucoup reposé sur Carbo, c'est eux un peu, et c'est avec Carbo, dans le biais de Carbo, que j'ai après bien compris, et je me suis formé là-dessus, mais ça a pris plus de temps. Avoir Euh, un avis critique aussi, toi, de ton côté, quoi. ouais, voilà, exactement. Et donc ça passe, je pense, par de la formation avant, hein. Mm. Avoir quelque chose s'assurer d'avoir un peu des connaissances au-delà de la RSE au général, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, avoir un peu de connaissances concrètes sur certaines méthodes. Par exemple, matrice de matérialité, pareil, je connaissais pas avant, enfin, je connaissais pas la méthode avant de l'appliquer à Yego, donc Ouais. pareil, ça prend plus de temps. Euh, donc voilà, je me dis que ça peut servir par exemple, oui, je vois là qu'il y a un programme chez Indigo. Bah, nous, enfin, par rapport du coup, à ce type de métier, nous, en fait, on a deux formations. On a une formation qui est vraiment sur le pilotage d'une stratégie climat. Donc, on prend le parti, du coup, de se concentrer sur le sujet du carbone parce que c'est le sujet aujourd'hui où il y a le plus d'obligations réglementaires. Et c'est une formation, du coup, qui est assez courte et qui permet justement d'avoir justement ces bases-là dont tu parles. Donc, la matrice, le bilan carbone, la feuille de route, avec aussi un aspect, une ouverture sur le sujet quand même de l'éco-conception parce qu'il y a beaucoup de liens entre analyse de cycle de vie et Ouais. bilan carbone. Enfin, c'est assez Clairement. complémentaire. Donc ça, c'est une formation qu'on a proposée qui est assez courte et qui permet justement d'avoir ce socle-là en 24 heures, donc en 7 semaines. Et après, en fait, on a développé un programme aussi plus long euh, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que sur les métiers de responsable RSE, il y avait aussi beaucoup d'autres enjeux que le climat, même si aujourd'hui ils sont un peu moins, on nous met un peu moins la pression dessus. C'est des sujets qui sont aussi hyper importants, les sujets sociaux en fait et aussi le sujet de responsable RSE par rapport à un consultant climat, c'est qu'il va devoir aussi comprendre toutes les thématiques des autres métiers. Il y a un peu ce côté, il doit lui être, enfin, il doit être calé sur son métier et Complètement. aussi comprendre les enjeux au niveau du marketing, de la finance. Et donc voilà, donc c'est une formation qui a le responsable RSE qui a ce
ce double programme, à la fois les connaissances liées aux responsables RSE en tant que tels et aussi les connaissances au niveau des enjeux des autres métiers. Mm. Et là, on a une formation qui est actuellement en cours. Et la prochaine, ça sera l'hiver prochain, donc ça sera plutôt en février. Donc voilà. Et là, du coup, on est sur un programme plus long, un bootcamp qui va durer 3 mois. D'accord, ok. Voilà, plus long, mais 3 mois, ça reste encore plutôt court par rapport à des masters 2, Complètement, ouais. qui est aujourd'hui ce qui existe beaucoup. Donc voilà, donc en tout cas, si vous avez envie qu'on vous présente un peu plus les intervenants et le détail du programme, du coup, on pourra en rediscuter. Je sais pas, est-ce que vous avez des questions concernant le poste de Clément, peut-être les sujets sur lesquels tu as galéré peut-être? Est-ce que il y a eu des moments où il y a eu voilà, des sujets qui ont été compliqués dans ton poste, plus durs que d'autres? Comment tu les as gérés aussi peut-être? Le, ouais, en fait, à chaque fois, la première analyse de cycle de vie a été très compliquée, notamment, en fait, aller chercher les informations auprès des fournisseurs euh, Ouais. et auprès des départements, ça a été super compliqué. Et pareil, le premier bilan carbone, ça a été juste de mettre en place le sujet, de le transformer en priorité pour les départements. Tout ça, ça a été compliqué. Ce qui est compliqué, c'est plutôt de trouver l'info. C'est- Ouais, c'est de trouver l'info, de s'assurer de la qualité de l'info, Ouais, d'éviter au maximum les estimations. ouais. Ça a été un peu compliqué, parce que parfois, juste, en fait, il y avait pas trop c'était pas tracé, quoi. On savait pas, et donc il a fallu remonter un peu, euh, des chaînes pour savoir où était quoi. Donc ça a été un peu long. Et, Parce que vos et scooters, ils sont fabriqués. Enfin, du coup, comment ils sont. nos scooters sont assemblés en France Ok. avec des pièces qui viennent généralement, parce qu'on n'a pas le choix, d'Asie, parce on en trouve pas en Europe. Ouais, Euh, bah oui, sur les batteries et tout. non, les batteries, c'est Ah, européen. ah, ok. On est J'aurais en plutôt dit l'inverse. Les batteries, non, les batteries sont faites en Allemagne. C'est plus les pièces, le plastique en tant que tel, par exemple, tu vois, le pare-choc. En fait, les pièces du véhicule, Ouais, ça se produit pas trop en Europe. ok. Mais par contre, voilà, si quand il y a plus de technologie, par exemple les contrôleurs ou les batteries, ça, c'est en Europe. On a réussi à le rapprocher. Mais donc tout le traçage des pièces, par exemple, qui venaient d'Asie, ça a été long. Et sur l'éco-conception, du coup, du scooter et comment on peut améliorer les matériaux, ça c'est aussi toi, c'est sur ton poste que ça se fait? Les matériaux, on dit que nous, donc au niveau de mon poste, on va donner un peu des objectifs et par exemple, donc une fois qu'on a fait l'analyse de cycle de vie, on a vu que euh, on émettait tant de CO2, donc on émettait donc 15 grammes de CO2 par passager par kilomètre. Ok. De manière indirecte, puisque il n'y a pas de pot d'échappement, c'est du CO2 indirect sur la production, sur le cycle de vie de la moto. Et on s'est dit bon, ok, c'est pas mal, c'est 9 fois moins qu'une voiture, 5 fois moins qu'un scooter thermique, mais on aimerait bien faire encore mieux. Du coup, comment on réduit ces émissions? Et donc là, on a vu que en réduisant le poids, par exemple, du scooter, ça aiderait pas mal, ça réduirait pas mal de 10% les émissions. Donc on a indiqué au département de R&D et donc, de développement du véhicule, euh, idéalement on aimerait bien réduire le poids du véhicule, et donc là ça a été un peu on a donné un peu la consigne, et eux après les ingénieurs du département ont trouvé un moyen de réduire de 10 kilos le scooter pour la prochaine commande. Est-ce que vous envisagez de faire du plastique recyclé, de réutiliser certains matériaux? C'est déjà quelque chose que vous faites? C'est un des autres objectifs, de réussir à mettre du plastique recyclé dans les scooters. Pour l'instant, on a fait en sorte d'avoir un scooter qui soit recyclable à 87%.
mais de intégrer des matériaux recyclés dans la production, là, c'est encore plus compliqué. Mais bon, c'est en projet. On aimerait bien avoir au moins 25 à 50% de matériaux recyclés dedans, mais Ok. c'est pas encore le cas. En tout cas, au moins c'est bien que ce soit dans vos pistes de réflexion déjà. Et après, il y a pas mal de chantiers, comme tu disais, donc Mm. faut voir aussi où est-ce que, voilà, en fonction des gens avec qui tu travailles. Enfin voilà, vu que tu es tout seul aussi sur le poste, forcément, tu peux pas être C'est ça. partout. Et là, je vois, je réagis à ce que dit Thibaut là dans le chat. Ce qui est intéressant sur le poids, c'est qu'en plus, donc, on a eu cet impact sur l'environnement en le réduisant. Généralement, c'était parce que de base, on avait moins du coup d'acier et donc moins de mines, moins d'extraction minière, etc. Mais c'était pas un impact simplement environnemental. Ce qui était bien, c'est que donc on a allégé le scooter. Et ça a beaucoup, un des engagements de Yego dans la mission, c'est de rendre le véhicule accessible à tous et notamment à toutes, parce que dans la micromobilité, il y a très peu de femmes utilisatrices. Euh, une des raisons, c'était justement qu'elles trouvaient les véhicules, notamment les scooters, trop lourds. Euh, Ok. et donc, ça nous a permis d'aller justement, de montrer qu'on fait aussi des choses pour les femmes et que la mise en béquille, notamment, parce que c'est ça un peu ce qui est redouté par les utilisatrices, était facilité puisqu'on a allégé le poids. Donc, c'est bien de voir que c'était pas simplement réduire le poids pour l'environnement, on a aussi un impact social. Et Ouais. aujourd'hui, en moyenne, dans la micromobilité, c'est 12 à 15% de femmes sur les Ok. trottinettes et les scooters. Et on a un objectif de 40% et aujourd'hui on est à 27%, donc on est content, ça monte chaque année. Donc c'est Mais un impact le fait de l'avoir. ça a un impact, on voit que ça monte chaque année, on ne sait pas si c'est simplement lié à ça, parce qu'à côté on fait beaucoup de communication dédiée femmes. On a le parrainage chez Ego, donc en tant qu'utilisatrice, est doublé si c'est d'utilisatrice à utilisatrice, etc. Donc bon, il y a plein d'initiatives, mais je pense que oui, le poids, ça a forcément un impact. Peut-être par rapport, ouais, que si elles ont essayé d'autres concurrents, ça peut jouer c'est facilement. Ouais. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Je pense c'était cool de pouvoir voir. Moi, je connaissais pas du coup sur le secteur de la mobilité ce qui peut être fait et, euh, et de voir justement en quoi consistait ton poste concrètement. Donc, bah, merci beaucoup. Je sais pas s'il y a d'autres questions, mais sinon, je vais. Je regarde, pardon, j'ai des sondages en même temps qui apparaissent. Ah oui, pardon, on a une question de Flore qui demande si tu as une dimension communication externe dans ton poste. Ah oui, ouais, ouais. J'ai une grosse partie de mon poste est dédiée. Donc, je travaille beaucoup avec l'équipe marketing, de s'assurer que nos communications, notamment quand elles traitent de sujets environnement, soient pas du greenwashing. Et donc, en fait, je vérifie tous les discours, par exemple tous les posts externes qu'on a, toutes les communications, pour s'assurer qu'on les justifie toujours avec des chiffres et avec des choses concrètes qu'on a fait et pas simplement des grands engagements, pas simplement la mobilité verte ou je sais pas quoi. Donc oui, il y a une grosse partie communication. Merci. Bah, merci Julie. Merci. Bah, merci pour vos questions. J'espère que ça a pu, voilà, en tout cas, vous apporter certaines réponses et vous ouvrir les chakras à la limite sur le sujet le métier de responsable RSE dans une start-up. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Et on a un rendez-vous aussi, si vous voulez, le 14 novembre avec une femme qui est responsable RSE chez Colgate. Donc très différent du coup, puisque là on est plutôt sur le grand groupe, mais voilà, on se retrouve à ce moment-là. Et du coup, bah voilà, à bientôt. Merci beaucoup Clément. Bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Salut, bonne journée. Bonne journée.